Madame, Monsieur, merci d'être sur votre Web TV, la Matrix. Retour de cette émission, on vous dit tout, une émission consacrée à l'actualité, une actualité très abondante au Gabon sur le plan politique. Vous le savez, le mois de septembre 2025 sera donc le mois consacré à l'organisation des élections jumelées, élections des députés à l'Assemblée nationale et élections des collectivités locales qui vont donc, toutes les deux élections, désigner les différents bureaux des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat. Une forte actualité qui a également vu le président de la République, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, échanger il y a quelques jours avec les partis politiques légalement reconnus au Gabon. Ils ont donc échangé notamment sur la mise en place de deux comités, un comité dédié à l'élaboration de la nouvelle loi sur le fonctionnement des partis politiques et un autre en rapport avec le redécoupage électoral. Pour faire le point sur cette forte actualité politique, j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau de cette émission On vous dit tout, un des leaders du paysage politique national au Gabon depuis 1990, l'ancien vice-président de la République et président du Parti social-démocrate, Pierre Clabert Manganga Moussavou. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Merci beaucoup d'être là donc pour que nous décryptions cette forte actualité en lien avec la mise en place de ces deux comités tels que souhaités dans le cadre des réformes à apporter dans le paysage politique national. Alors, il y a 48 heures, si je ne me trompe pas, les partis politiques se sont retrouvés au siège du Conseil national de la démocratie, je crois le CND, afin de pouvoir désigner leurs représentants dans ces deux comités-là. 15 pour le comité en charge de l'élaboration de la nouvelle loi sur les partis politiques et 15 autres pour le comité qui, lui, est consacré donc au redécoupage électoral. Alors, il y a eu d'âpres échanges, des discussions parfois chaudes entre leaders politiques. Vous avez dû prendre la parole et apporter des précisions pour peut-être essayer de ramener le calme. Comment vous avez vécu ce moment de démocratie au sein du Conseil national de la démocratie pour désigner les représentants des partis politiques dans ces deux comités? Souvent, que ce soit les présidents des partis politiques ou les Gabonais tout court, ignorent le fait que lorsqu'on va pour défendre les intérêts d'un groupe ou là, à l'occasion des partis politiques, il faut mettre des gens d'expérience en face. Des gens qui ont la mémoire, qui peuvent rappeler aux uns aux autres le chemin parcouru pour qu'on ne refasse pas les mêmes choses. J'ai l'impression qu'au Gabon, on tourne en rond. Les choses sont déjà faites et on décide de les refaire. Alors si on tombe avec des gens retors qui ont l'intention de dissoudre les partis et de revenir au parti unique, c'est très vite fait. Si on n'a pas en face de soi des gens non seulement d'expérience, mais des gens qui ne soient pas corruptibles, parce qu'il suffit d'une promesse pour que vous lâchiez prise sur les missions qui sont les vôtres. On l'a vu à Kanda, lorsqu'on devrait limiter le mandat du chef de l'État, il suffisait de quelques promesses d'être désigné ministre, promesses d'être désigné vice-président de la République, pour qu'on cède sur cette disposition qu'on a fort heureusement retrouvée il n'y a pas longtemps, avec donc, la décision qui a été prise dans le niveau de dialogue inclusif de limiter le mandat du chef de l'État. Alors, vous avez finalement trouvé un consensus pour désigner ces représentants des partis politiques dans ces comités qui seront composés d'acteurs politiques, d'experts, des responsables de l'administration, afin de réfléchir donc sur ces deux points essentiels.
Première question que je voudrais vous poser en lien avec la mise en place de ces deux comités. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le contexte effectivement impose qu'il y ait des réformes, des refontes sur le plan politique? Il faut évidemment adapter aujourd'hui ce paysage politique-là à l'heure du temps. Vous faites bien de poser cette question parce que je constate que la transition qui était là pour justement réformer tout ça n'a pas pu le faire. Et que les réformes interviennent maintenant en dehors de la transition. On peut se poser des questions. Mais qu'à cela ne tienne, la volonté existe de réformer. Seulement, on ne réforme pas n'importe comment. On ne refait pas de découpage dans l'année qui précède, encore moins dans l'année de l'élection. Et ici, il ne s'agit pas, s'agissant du découpage, c'est un gros mot, un gros titre, qui ne renferme pas la réalité de ce qui va se faire, c'est tout simplement comment affecter les 2 sièges qui ont été prévus pour la diaspora. Ils vont avoir un travail, ils vont dire si l'Afrique a droit à un député, un siège de député, toute l'Afrique, et le reste du monde ayant droit à un autre député. Mais tout cela, c'est cette commission, ou ce comité, comme vous l'appelez, qui va devoir se pencher là-dessus. Sans toucher au reste, parce que, justement, il n'y a pas possibilité de faire un redécoupage, ce qui signifie revoir tout le processus, à commencer par l'administration. Alors, Pierre Claver Moussa, vous, on n'a pas encore toutes les informations, en tout cas les rédactions, en ce qui concerne les éléments qui sont mis sur la table et sur lesquels vous, en tant qu'acteur politique et les autres, allez pouvoir travailler par rapport à cette commission en lien avec le redécoupage électoral. Est-ce que vous êtes en train de nous dire là que vous avez déjà la primeur de l'objet justement des échanges, des travaux qui seront... Mais les choses sont claires. Nous avons été à la présidence, nous avons discuté avec le président et nous savons pertinemment que ici, le découpage électoral concernera d'une part les 2 sièges de la diaspora et d'autre part l'affectation des 3 postes de sénateurs, puisque aujourd'hui il n'y en a que 67 et la Constitution a prévu 3 autres, et ces 3 postes, il faut les affecter. Quels sont les critères qui vont présider à cette affectation? Est-ce qu'on va se dire qu'il faut ajouter 3 postes à l'estuaire parce qu'il y a plus d'électeurs? Ou est-ce qu'il faut renforcer telle ou telle province, mais le renforcement de telle ou telle province doit être sous-tendu par des arguments juridiques valables pour que ce ne soit pas une décision qui tendrait à favoriser une province par rapport à une autre. C'est pourquoi l'avènement du CTRI aurait pu nous permettre d'ailleurs de revoir l'administration du territoire, revoir les départements, les provinces et tout cela pour nous conduire effectivement à un redécoupage à la fois administratif et électoral. Ça n'a pas été fait. Ici, j'aurais, si on ne s'appuie pas sur des critères objectifs, ceux de la population, on risquerait de retomber dans une décision qui dépendra des autorités politiques pour dire, bon, ça aurait pu être d'ailleurs le président de la République qui dirait, bon, moi j'estime que telle ou telle province peut avoir un sénateur de plus, parce qu'il va être difficile d'attribuer ces 3 postes si on n'est pas, si c'est pas soutenu par des critères objectifs. Et cela, c'est sans doute
le président qui risquerait de trancher si jamais cette commission ne s'accorde pas sur l'affectation de ces 3 postes de sénateurs. Alors, évidemment, le Gabon a 9 provinces qui ont une réalité différente en termes de superficie, en termes de démographie, en termes de réalité économique aussi. Ces 3 postes-là, selon vous, vous les voyez attribués sur la base de quel aspect devrait-on privilégier l'aspect lié à la démographie, à la superficie, à l'économie? Vous voyez que le Sénat est lié à des structures administratives, liées au fait que vous ayez des arrondissements, vous ayez des départements, vous ayez des communes. Dans la situation actuelle du Gabon, là où réside le plus grand nombre de Gabonais, c'est Libreville. Alors, au regard de ce que nous avons vu aux élections, Libreville compte plus de 350 électeurs par rapport à d'autres... 350 000. 350 000 électeurs, donc l'estuaire, par rapport à d'autres provinces. Si on fait un ratio, un rapport entre le nombre de sénateurs de l'estuaire et la population des électeurs, on trouvera que l'estuaire n'a pas suffisamment de sénateurs. Mais il faut aussi savoir ce phénomène que je voudrais voir effacé totalement, c'est le transfert des populations à l'occasion des élections. C'est-à-dire que l'estuaire a beau être peuplé par les Gabonais, mais les Gabonais ne se reconnaissent pas dans l'estuaire. Chaque fois qu'il y a élection, ils vont influer sur leur province, et gêner l'électorat local. Donc tout cela, c'est cette commission qui va réfléchir pour savoir si on affecte plus à l'estuaire ou si on affecte, comme il n'y a que 3. L'idéal aurait été 9, s'il n'y a que 3. Bon, à qui affecter cela? Moi, je ne vois que l'estuaire objectivement ou des provinces qui ont plus de départements. Mais le Haut-Ogooué en a déjà une pléthore. Je crois 11 départements, je pense. 11 départements, l'Angouni en a 9. Et l'estuaire par sa population. Ce sont des pistes par rapport à quelque chose d'objectif qui est là. Même si on conteste le fait qu'il y a des départements qui auraient pu ne pas être des départements, mais ces départements sont là, on constate, et donc on se dit qu'il y a l'estuaire, il y a peut-être le Haut-Ogooué, il y a peut-être l'Angounié, il y a encore d'autres provinces comme l'Ogooué maritime, où il y a un problème lié à l'ostracisme, à l'exclusion d'une certaine, on peut parler, diaspora à l'intérieur d'un même pays qui se sent mise de côté. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement dire qu'on va avoir un poste de sénateur à Port-Gentil pour les non-Port-Gentillais? Ce serait un comble. Pour les populations allogènes. Vous voyez, ça, dans un pays et indivisible, il est difficile de parler de cela. Mais attendons de voir ce qui va se passer. L'autre préoccupation, c'est le découpage, la loi sur les partis politiques. Comme vous le savez, on ne doit pas éternellement recommencer les situations. Nous avons été à Paris et cela a donné lieu à la structuration des partis politiques, aux conditions de création des partis politiques qu'on peut renforcer.
à l'occasion. Mais il faut partir de l'idée que cette loi avait été faite et bien faite. Il reste que s'il y a eu beaucoup de partis politiques, c'est le pouvoir qui a toujours souhaité diviser pour mieux régner. À l'occasion des élections, à la veille des élections, on crée les partis politiques et après, on joue les veuves effarouchées, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de partis politiques et les mêmes qui provoquent l'éclosion des partis politiques, les mêmes s'étonnent. Pourquoi il y a autant de partis politiques? C'est parce que les gens se font l'illusion, créent l'illusion qu'avec un parti politique, on va avoir des subsides de l'État, on va vivre de cela. Et les partis politiques se rendent compte qu'ils ne reçoivent rien. Même ceux qui ont des élus, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ou qui ont des élus locaux, depuis 5 ou 6 ou 7 ans, ne bénéficient plus des subsides de l'État. L'État ne répond plus à ses engagements. D'accord, on va revenir sur ce point en rapport avec ces subventions que l'État, au nom de la loi évidemment, qui la spécifie bien, devrait pouvoir donner aux partis politiques. Alors pour ce qui est des critères qui ont été annoncés par rapport à la création des partis politiques après les prochaines échéances électorales, le fait qu'il faudrait dorénavant avoir un siège, un compte bancaire, 18 000 adhérents sur la base du NIP. Comment vous réagissez par rapport à ces critères? Moi, je ne suis pas contre la mise en place de critères, mais pourvu qu'on s'en tienne à ces critères, qu'on s'y tienne. Prenons l'exemple des 18 000 adhérents sur la base du NIP. Qui détient les NIP? Le ministère de l'Intérieur. Supposez que le président de la République crée un parti politique. Vous pensez que ce parti n'aura pas suffisamment de NIP? Il en aura. Et pourquoi les gens vont adhérer à ce parti politique? Parce que les gens vont là où il y a l'argent. L'espoir qu'ils vont recevoir quelques subsides, quelques miettes, font que les gens ne vont pas dans un parti politique parce qu'il y a une idéologie. Est-ce que vous pensez que cette réalité est bien présente dans le paysage politique national depuis que vous faites de la politique, notamment depuis 1990? Est-ce que les militants du PSD ont adhéré au PSD parce qu'ils vivent de quelques subsides? Non, écoutez, ce qui est sûr et certain, c'est que le PDG, fondé sur la base du parti unique et dont ont bénéficié les autorités, les adhérents de ce parti n'y sont que, c'est pas par idéologie, n'y sont que parce que c'est le parti du président. Et qui dit parti du président dit des moyens financiers qui sont des moyens de l'État accaparés par un parti politique, c'est-à-dire sans éthique du pouvoir, sans éthique du groupe, pour pouvoir écraser tous les autres. En fait, depuis l'avènement du multipartisme, nous ne sommes pas sortis du monopartisme. C'est-à-dire que le parti qui dirige est considéré comme étant un parti qui peut servir de tremplin pour les populations, c'est ça, pour se réaliser sur le plan social, c'est ce que vous dites? Non, je ne dis pas que ce parti, malheureusement, ne peut pas être un tremplin pour se réaliser, mais un tremplin pour avoir des chances, quelques chances d'avoir quelques subsides. Et donc, tout le monde s'y déverse. La notion de parti unique n'a jamais évolué. Ça a changé de coloration, mais celui qui détient le pouvoir détient le parti qui, in fine, va toujours être majoritaire aux élections et laisser une portion congrue aux autres, parce que celui qui détient le pouvoir détient l'argent, et c'est avec l'argent qu'on corrompt, c'est avec l'argent qu'on réussit à avoir plus de monde. Vous voyez, la pléthore d'associations politiques à l'occasion des élections présidentielles, c'est parce que chacun veut recevoir une infime partie, soit-elle, de la manne du
du candidat qui a le pouvoir en main. Les choses se seraient passées différemment si le président Olivier Nguema n'avait pas été candidat, avait été au-dessus des partis politiques. On aurait vu une véritable démocratie, de véritables joutes électorales et se dégager des équilibres que l'on ne peut pas avoir lorsque celui qui détient le pouvoir financier est aussi candidat, ce qui fait que c'est toujours de façon déséquilibrée que nous faisons des analyses sans se rendre compte que c'est celui qui détient le pouvoir politique et qui détient le pouvoir financier qui aura toujours un parti où les Gabonais vont aller adhérer, non pas parce que l'idéologie est la bonne, mais parce que c'est sous-tendu par la recherche de quelques prébendes et la recherche de quelques moyens financiers pour essayer de subsister. Pierre-Claver Moganga Moussa, vous faites là le dessin d'un paysage politique déséquilibré selon le contexte qui a toujours prévalu dans notre pays. En plus des premiers critères que nous avons tenu à rappeler, celui en lien avec les 18 000 adhérents, le siège, le compte bancaire, il y a également que les partis politiques devraient avoir au moins 5 représentants dans les 2 chambres du Parlement et 30 conseillers, 30 conseillers locaux, je pense. Là aussi, comment vous appréciez? Je poursuis mon analyse. Dès 1990, on a vu émerger des formations politiques portées par la volonté populaire, avec l'espoir que ces formations politiques allaient prendre le pouvoir. Une fois que les populations se sont aperçues que le pouvoir était toujours dans les mains du même parti, ils ont commencé par céder au découragement. Le peu de moyens qu'ils donnaient aux partis politiques pour survivre, ils ne l'ont plus fait. Et le discours du parti dominant était de dire on donne l'argent à tout le monde, mais eux, ils ne veulent pas donner l'argent aux populations. Et les populations ont commencé par dire je ne vote que pour celui qui me donne de l'argent. Alors qu'ils savent que, ils nous ont voulu ignorer le fait que les autres partis ne recevaient, s'ils recevaient quelque chose, qu'une infime partie de ce que le parti dominant recevait. Je prends un exemple. Si on vous donne 20 millions pour aller aux élections dans tout le Gabon, combien allez-vous donner à vos partisans si vous avez une quarantaine de listes? 500 000 francs par liste, et vous pensez qu'avec 500 000, vous allez battre le PDG qui, lui, a une liste qui reçoit 25 voire 50 millions de francs CFA. Donc, tout ça est déséquilibré, mais le peuple gabonais ne se rend pas compte. Le discours, c'est de dire tout le monde a reçu, et si le monde ne vous donne pas, c'est parce qu'ils ont la main fermée, comme on dit. Donc, c'est pour dire qu'on a, depuis 1990, les partis qui étaient sous-tendus par la ferveur populaire ont décliné. Et donc le PDG est resté dominant. S'il y a des partis comme le Parti social-démocrate qui a survécu, c'est-à-dire que c'est l'un des rares partis depuis 1990 à avoir des représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat, quand il y a eu création du Sénat, et avoir une présence dans élus locaux. À l'intérieur du pays, au niveau des élus locaux. C'est parce que Maganga Moussavou a donné de ce qu'il avait. Les gens, parce que ce pays n'aime pas l'exemple, les gens n'ont pas su ou ne savent pas qu'avant l'avènement du multipartisme, Maganga Moussavou, le jeune Maganga Moussavou revenant du Fonds monétaire international, pour éviter de ressembler à d'autres, a construit une cité.
que cette cité lui a rapporté de l'argent et a réinvesti, que ces investissements font de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas l'État. Et par conséquent, j'ai donné à mon parti beaucoup de soutien. Vous savez, aux dernières élections, j'ai dû même vendre mes biens pour aider les candidats qui étaient sans argent. Non, ça veut dire que au Gabon, la politique est une affaire de personnes nantis, une affaire de riches. Si on n'avait pas suffisamment un trésor de guerre, abstenez-vous de faire de la politique, c'est ça? Je veux même dire, je vais aller plus loin. Ce n'est pas forcément une affaire des riches, parce qu'il y a des gens qui sont riches de la richesse de tout le monde, qui ont pris pour eux ce qui appartenait à tout le monde et qui ont honte de l'exposer. Sinon, ce seraient les leaders, les grands leaders des partis politiques. Ils ont déjà acquis beaucoup d'argent, ils ne veulent pas le perdre. Et par conséquent, nous sommes dans une situation où les partis politiques n'ont de partis politiques que le nom. Il est rare de trouver des partis politiques qui ont commencé en 90 et qui ont des élus encore en 2000, qui avaient encore des élus en 2023. Bon, il y a plusieurs situations conjoncturelles qui peuvent expliquer aujourd'hui la situation dans laquelle on est en ce qui concerne la réalité des partis politiques. Entre les partis politiques dont certains leaders charismatiques nous ont précédés dans l'au-delà. C'est le cas du Parti gabonais du progrès. Pierre-Louis Agondio Okawe n'est plus de ce monde. C'est le cas de l'Union du peuple gabonais, l'UPG de Jean-Pierre, de Pierre Mamboundou Mamboundou. Il y a d'autres partis politiques dont les leaders se sont mis plus ou moins en réserve de la République. C'est le cas de l'ancien RNB, devenu aujourd'hui le RPG, du père Paulba à Bessol. Vous êtes aujourd'hui, dans cette configuration-là, quelque peu orphelin de tous ces gens-là, Pierre Claver, Manganga, Moussavou? D'abord, la politique, il faut l'aimer. C'est une passion. Ne va pas en politique qui veut. J'entends des gens dire, laissez la place à ceux, mais ils ne savent pas quelle sacerdoce que faire la politique. Vous voyez que Pierre-Louis Agonjo Okawe a laissé des sommités dans son parti. Benoît Moutinzamba. Oui, et bien d'autres. Mais ont-ils les moyens nécessaires de prolonger l'action de Pierre-Louis Agonjo Okawe? Est-ce que les militants de ce parti versent les cotisations pour que ce parti puisse avoir l'éclat d'antan? Est-ce que l'UPG, en dehors des déchirements que nous connaissons, a-t-il encore une personnalité qui peut, à elle toute seule, avoir des moyens ou faire en sorte que convergent vers le parti des moyens financiers pour mener la politique? Est-ce que le PJCI, qui avait des milliardaires à sa tête, pourquoi ce parti n'est pas rayonnant? Donc, l'argent ne suffit pas, mais il y a un engagement. Si vous associez l'engagement du président du parti avec les moyens que lui-même peut mettre comme investissement, vous trouvez, vous vous maintenez tant bien que mal. C'est ce que fait Jean-Boniface Asselé, c'est ce que faisait Louis Gaston Maïla, qui sont restés tant bien que mal présents au Parlement. Les autres, si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, votre parti ne peut pas exister. Le Parti social-démocrate a des sièges. Le Parti social-démocrate a, comme vous dites, un compte bancaire. Et je disais à ceux qui ne comprennent pas la réalité des partis politiques, quand on dit le NIP, vous verrez que les mêmes NIP, puisqu'on n'arrache pas les NIP aux militants. Vous arrivez, le premier, vous convainquez, on vous donne le NIP, mais quand l'autre arrive, vous dites, vous donnez aussi le même NIP. Ces partis font des sacrifices, vont sur le terrain convaincre. Il faut déjà dire que c'est illusoire de parler
d'idéologie dans un pays comme le Gabon où les gens sont d'accord dans l'autosubsistance, où les gens sont encore dans la survie. Mais on adhère dans un parti politique au Gabon, pour quelle raison alors? Puisque vous avez des militants, ils adhèrent dans vos partis, pour quelle raison? Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Qu'au Gabon, ce que nous recherchons, c'est pourquoi il y a eu un parti unique, ce que nous recherchons, c'est améliorer les conditions de vie de nos populations. Donner du travail à chacun, nous sommes capables de le faire, sauf qu'on ne met pas un wagon devant pour trouver des solutions. Il faut mettre des locomotives, des gens qui ont réfléchi sur la solution. Ça n'est jamais arrivé au Gabon. Ça, c'est là. De deux, il faut absolument comprendre que nous, ce que nous recherchons, c'est que le Gabonais ait un minimum pour vivre libre. Lorsque nous aurons atteint ce minimum, pour l'idéologie, par exemple la social-démocratie, par exemple le conservatisme, le libéralisme, il faut des gens qui sont au travail. Les Gabonais ne travaillent pas. Les Gabonais sont tout simplement des consommateurs. Les sociétés qui viennent exploiter depuis les compagnies concessionnaires à l'époque coloniale jusqu'à présent, à l'époque des comptoirs, ne sont que dans l'extraction de nos minerais. Les Gabonais en eux-mêmes n'ont même pas la maîtrise de la technostructure de ces sociétés. Ils vont avoir quelle idéologie? Nous avons créé une situation où le nivellement par le bas a fait que personne n'émerge. On a vu avec Avera. On le voit avec certains. Rien ne doit dépasser. Tout le monde dépend de la politique. Nous ne sommes pas comme au Cameroun, où le Camerounais, l'État est là seulement pour réguler, mais il ne vit pas grâce au subside de l'État. Mais parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 1990, notamment, on a estimé qu'il fallait faire de la politique au détriment du développement d'une classe d'entrepreneurs nationales, de faire de l'agriculture, etc. Si vous raisonnez comme ça, vous n'aurez pas fait le bon raisonnement. Le pouvoir n'a jamais voulu qu'il y ait des Gabonais dans tel ou tel domaine, de peur que ces Gabonais-là ne viennent gêner la quiétude de ceux qui peuvent. Le contexte a changé, Pierre Claver Maganga Moussabou. Le contexte n'a pas changé. Mais il faut qu'il change. Il faut qu'il change, justement. On change parce que vous allez faire des choix en fonction non pas de votre ventre, mais en fonction de votre tête. Or, aujourd'hui, tant que le Gabonais, on le tiendra par le ventre, tant que le Gabonais ne sera pas un homme libre, la liberté commence d'abord par le fait que vous ayez un logement, que vous ayez un travail correctement rémunéré, que vous puissiez éduquer, soigner, vêtir, nourrir vos enfants. Et quand Maganga Moussa vous viendra vous parler de la provincialisation, qui est un projet de société, vous allez dire, bon, je vais discuter avec M. Maganga Moussabou, qu'est-ce que vous entendez par la déconcentration? Qu'est-ce que vous entendez par la décentralisation? Comment tout cela va fonctionner? Parce que c'est une forme de participation à la gestion de l'État qui ressemble à la social-démocratie, où celui qui apporte le capital, ce capital doit être correctement rémunéré, mais celui qui apporte aussi la force du travail doit aussi être correctement rémunéré. D'accord. Il y a des politiques qui sont élaborées dans ce sens-là, même si ça a dose homéopathique, mais on part toujours de rien pour arriver à un point précis. Donc il y a des opérations qui sont initiées dans le domaine du transport, dans le domaine de la création d'entreprises. Il faut insister justement pour développer une véritable classe d'entrepreneurs gabonais, Pierre Claver Maganga Moussabou, afin que votre pensée, celle qui est la vôtre, puisse prendre corps. Vous étiez au parler de la présidence de la République il y a quelques jours. On vous a vu, d'ailleurs vous-même, vous avez regardé ces images, ces photos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. On vous voit échanger avec
avec le président de la République. Vous êtes une tête bien faite, je ne vous flatte pas, on le sait dans notre pays. Vous avez encore la vigueur, la détermination, donc vous pouvez encore apporter au Gabon, au président de la République, en faisant vos propositions. Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi, tant que j'aurai un souffle de vie, pour l'amour que j'ai pour mon pays, je me mettrai toujours au travail. Vous savez, avant-hier, nous étions dans la matinée en train de discuter des problèmes de désignation des responsables qui vont aller défendre dans différentes commissions les points de vue des partis politiques. Le soir même, je prenais ma voiture parce que j'avais un deuil, le sens de l'abnégation, faire passer d'abord l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Je suis arrivé à 21h pour mener la palabre et après avoir inhumé ma fille, je suis revenu hier pour répondre à votre invitation aujourd'hui. Il faut le vouloir, il faut prier, il faut remercier Dieu de me préserver dans ces conditions-là, sans fatigue, en donnant le meilleur de soi-même. On peut conseiller. Voyez-vous, lorsque le président Oligui Nguema a pris le pouvoir, je suis allé le voir pour lui dire « Vous aurez des difficultés à avoir de l'argent. Donnez-moi un mandat pour aller rechercher les fonds. » Il n'a pas hésité. Parce que c'est un homme qui est spontané. C'est toujours l'entourage qui vient dire de faire attention. J'ai été avec ce mandat. J'ai reçu beaucoup de sollicitations. Les gens étaient heureux de pouvoir apporter de l'argent au Gabon. C'est ce qui a permis que Benro vienne pour financer la décision prise par le chef d'État de racheter les actifs d'Assala. Mais on a dit au chef de l'État de faire très attention. Que si vous continuez à donner ce mandat à M. Malanga Moussabou, vous allez être gêné, parce qu'il savait à l'idée qu'il soit candidat aux élections présidentielles. Mais pour moi, l'apport, la volonté d'apporter quelque chose au président et à ce pays est restée intacte. Donc, voyez-vous, quand j'ai dit au président Oligui de construire les universités, parce que ça fait depuis 2008 qu'on a posé les premières pierres à Mouila, à OIM et à Port-Gentil, et qu'il lui revenait de relancer cela, même dans la période transitoire, il l'a fait. Donc, les idées, on peut les soumettre. Et je dis toujours qu'un opposant ou un parti politique, c'est comme un oiseau de mauvaise augure, dit de mauvaise augure, mais qui avertit des dangers. Et pour nous qui sommes dans la situation d'aller en forêt chasser, c'est cet oiseau qui nous avertit de tout. Des dangers, ou peut-être de la présence d'une bête féroce qui est là, ou la présence tout simplement d'un animal que nous n'aurions pas pu déceler s'il n'y avait pas eu cet oiseau. Donc, nous sommes disposés à donner des conseils. Nous sommes disposés à épauler le chef d'État. Comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, la vie, ce n'est pas comme une natte. Vous voyez nos mamans, quand il y a un décès, elles arrivent avec leur natte enroulée, puis les déroulent, se couchent dessus. Après les obsèques, enroulent, vont remettre cette natte à la maison en attendant un autre décès, une autre occasion. La vie, c'est pas comme ça, l'État, c'est pas comme ça. Si Oligui Nguema échoue, c'est nous tous qui échouons. S'il réussit, les générations futures, toutes les générations vont en profiter. Donc, c'est pourquoi je suis toujours hébété, ahuri, confus devant le fait qu'il y ait une sorte d'antagonisme entre jeunes et moins jeunes, alors que nous devons nous féconder. Ceux qui ont plus d'expérience doivent pouvoir tendre la main aux moins jeunes
aux plus jeunes en leur disant ne commettez pas les mêmes erreurs que nous avons pu commettre parce que nous n'avions peut-être pas de repères. Or, aujourd'hui, on peut avoir des repères. Donc, pour créer une émulation, il faut se dire que l'État doit mener des politiques visant à faire comprendre aux jeunes générations qu'il n'y a pas que la fonction publique. Il faut, je répète à souhait, c'est Matthieu qui a dit on donnera à ceux qui ont et ils connaîtront l'abondance et à ceux qui n'ont pas, on notera même le peu qu'ils ont. C'est-à-dire que le Gabon est dans la situation, malgré nos richesses. Regardez le long de nos rues. Qui les occupe? Ce sont des étrangers. Qui possède, quel est le Gabonais qui possède la moindre échoppe? Un Gabonais. Si un Gabonais, comme moi, a un ranch, a une boulangerie, a des dépôts pharmaceutiques, a des cités, a des hôtels, les Gabonais commencent à se dire, il a volé. Au lieu que ce soit un exemple de révolte, en disant je ne suis Gabonais, je ne vois pas pourquoi, je serai derrière. Oui, mais il faut créer les conditions qui permettent justement aux Gabonais d'avoir accès au financement qui leur permettrait d'investir. C'est aussi ça le problème. Est-ce que les banques sont disposées à accompagner? On vient de créer une banque dédiée à l'entrepreneuriat. On espère évidemment que cette banque-là pourra soutenir tous ces Gabonais, parce qu'il y a des Gabonais qui ont des projets par milliers, il y a des Gabonais qui ont des projets. Ce n'est pas ça la solution de créer une banque. La solution, c'est d'abord de déceler dans l'État des gens qui peuvent servir d'exemple. Il y en a, monsieur le vice-président, voilà. Il y en a. Il faut les découvrir et montrer ce qu'ils font, pour susciter, pour faire comprendre aux Gabonais que c'est possible. Nous ne sommes pas là pour être seulement des consommateurs. Nous ne sommes pas là seulement pour être derrière. C'est-à-dire que tu as une concession, tu te mets derrière et le malien est le vent. Gênant la vue, même de la famille. Il faut montrer ce qu'un Gabonais est capable de faire. Il faut mettre en place des politiques. Quand moi j'ai pensé qu'il ne faut pas créer une banque seulement. Si vous créez une banque qui est à Libreville, vous créez le phénomène que j'ai toujours dénoncé, l'encéphalie, avoir une grosse tête et des membres squelettiques. Il faut, dans chaque province, créer une banque de développement autonome pour faire des concours de projets et financer chaque année les meilleurs projets. Avoir des jeunes universitaires qui sont des universités, surtout de la faculté d'économie, poursuivre tous ces projets et ceux qui sont en gestion, poursuivre tous ces Gabonais qui lancent des projets, les conduire à réussir. Il faut aussi que, en donnant déjà, en déconcentrant le pouvoir, en donnant le pouvoir à ceux qui sont à côté du feu, qui écoutent le bruit de la marmite, au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, et en accélérant la prise en main par les populations elles-mêmes, par l'intermédiaire des communes, par l'intermédiaire des conseils départementaux, nous allons réussir à déjà faire comprendre aux Gabonais que tout le monde ne peut pas venir à Libreville. Pourquoi ils viennent à Libreville? Ils viennent à Libreville comme des moucherons. Vous voyez le phénomène des moucherons après la pluie? Quand il y a les lampadaires, évidemment, tous les moucherons viennent là. Mais le matin, ils sont tous morts, vous voyez, au pied du lampadaire. Et c'est ce qu'il faut éviter aux Gabonais, que tous nous venions ici, parce que nous avons l'impression que pour résoudre nos problèmes de travail, il faut Libreville. Pour résoudre nos problèmes d'école, il faut Libreville. Pour les problèmes de santé, il faut Libreville. Pour les problèmes de logement, il faut Libreville. On n'entend parler que de Libreville. Aujourd'hui, on parle encore de Libreville 2, mais on n'entend pas parler de la promotion de nos villes, du fait de contenir les populations dans ces villes et de créer l'émulation nécessaire pour que nos enfants pensent
à se prendre en main et surtout prendre des mesures pour qu'aucun étranger ne puisse être dans le commerce. Revenons. C'est important. Oui. Je termine. Qu'aucun étranger ne soit dans le commerce. Pour qu'aucun étranger même dans les boulangeries, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vendre le riz, de vendre les boîtes de sardines, ben tant pis, nous allons mourir de faim jusqu'au jour que nous comprendrons qu'il faut qu'on se prenne en charge. Mais tant qu'on laissera les choses telles qu'elles sont, je ne suis pas là pour me dresser contre qui que ce soit, mais c'est la désolation de voir même une ville comme Mouila, tout le long de nos routes, c'est désormais des étrangers qui prennent place pour le commerce. Et nous-mêmes, nous ne sommes que des consommateurs. Le fait que l'ancien pouvoir ait favorisé la mise en place de l'âme à Mouila, Olam verse 500 millions tous les mois. Et cet argent va où? Mais chez les Maliens, chez les Syro-Libanais, chez les Mauritaniens. Et tout ça fait que de conditionnement en renforcement, nous serons toujours de simples consommateurs et nous n'aurons pas donc la possibilité de créer une véritable économie par l'émulation des Gabonais eux-mêmes. Pierre Claver Monganga Moussavou, retour sur l'actualité du moment, sur le plan politique, les critères qui ont été annoncés et qui vont prendre corps après les prochaines élections du mois de septembre prochain. Le président nous a dit, je ne vous arrête pas, que nous allons travailler. Ce qui en sortira, il va l'appliquer. Il faut savoir qu'il n'y a pas de rétroactivité. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la 5e République que la notion de non-rétroactivité va disparaître. C'est des règles, c'est le droit et c'est immuable. Non-rétroactivité à des mesures qui vont être prises pour les partis politiques existants. On peut dire que pour continuer à bénéficier des subsides de l'État, si subsides il y a, il faut que vous ayez, c'est pas évident que nous retenions les 5, parce que c'est pas dans la Constitution. Ce sont des gens qui sont allés réfléchir et qui ont dit qu'ils le feraient. Les 5 représentants dans les 2 chambres du Parlement? Oui, c'est pas dans la Constitution, c'est nulle part, c'est une réflexion. Comme les mêmes ont réfléchi pour dire qu'il n'y aurait plus de PDG, dissoudre le PDG, dissoudre la garde républicaine, faire en sorte que ceux qui ont appartenu au PDG ne soient pas là. Mais est-ce que ces décisions ont été appliquées? Donc nous allons réfléchir pour voir si c'est 5 ou on va continuer, comme ce fut le cas, ce qui est sorti des accords de Paris, au moins un élu national et des élus locaux, et ceux qui ne peuvent pas, parce que c'est pas facile avec un parti dominant d'avoir le moindre des élus. Il faut féliciter des partis qui ont eu tout au long de leur vie. Mais justement, Pierre Claver Monganga Moussavou, est-ce que le contexte actuel ne vous oblige pas vous personnellement, mais la classe politique, à revoir la façon de faire? Peut-on aller vers des grands rassemblements? Les grands rassemblements sont nécessaires. Mais ce ne sont pas ces grands rassemblements qui apportent du crédit à la gestion de l'État. Les gens confondent. J'ai dit devant tout le monde, le public qui était à la présidence, qu'est-ce que vous reprochez aux partis politiques? Il faut d'abord savoir, est-ce que les partis politiques gèrent notre pays? Est-ce que la déliquescence de la gouvernance vient des partis politiques? Même le PDG. Est-ce que vous avez déjà vu le secrétaire général du PDG devenir Premier ministre?
pour dire voilà un parti qui a conduit aux élections, qui a gagné, et donc le chef de ce parti du moment va devenir Premier ministre. Vous l'avez déjà vu? Non. Ce sont souvent des gens qui sont hors du PDG et qui n'ont qu'aucun lien direct avec l'apprentissage de la politique, qui sont promus au gouvernement. Regardez tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui. Ils étaient où avant? Mais ce sont eux qui sont là. Ils n'ont même pas fait l'apprentissage d'être dans des partis. Et donc, vous incriminez les partis. Qu'il y ait de grands rassemblements, de petits rassemblements, mais ce n'est pas ça. Mais à quoi ça sert un parti politique qui n'a pas de moyens financiers, qui n'a pas de siège, qui n'a pas de compte bancaire, de chercher à exister alors qu'il peut fondre dans le PSD par exemple? C'est pas ça, c'est un autre problème. Mais je vous dis à quoi sert un parti politique? À animer la vie politique, à participer au débat comme nous participons, à donner son point de vue. Mais il faut avoir de l'envergure pour que votre point de vue soit écouté par la multitude. Bon, mais si vous n'avez pas d'envergure, bon, vous n'avez pas un élu national, vous n'avez pas d'élus locaux, vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas de compte bancaire. C'est pourquoi, non, laissons les comptes bancaires, oui, ça c'est pour la gestion. Mais effectivement... Ouais, c'est le minimum quand même. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a deux choses. Vous êtes parti politique, vous participez à la vie politique, vous participez aux élections. Si vous ne réussissez pas à répondre aux critères, vous décrochez. Ça ne veut pas dire que vous disparaissez. Vous reviendrez, vous êtes comme une association politique, c'est-à-dire que l'État ne vous invite pas dans certaines manifestations, vous ne prenez pas part donc à la vie politique puisque vous êtes en hibernation. Enfin, vous n'avez pas voix au chapitre, comme on dit. Vous n'avez pas voix au chapitre. Et quand arrive une échéance, vous pouvez participer. Si vous réussissez, on vous réintègre. Mais en attendant, il faut respecter les règles du jeu. Il faut que le ministère de l'Intérieur respecte les règles du jeu. Il faut que l'État, ceux qui ont fait des efforts, soient financés. Et ceux qui n'ont pas fait des efforts, ce n'est pas la peine de continuer à les inviter en disant les partis politiques doivent venir. On doit pouvoir dire que les partis politiques qui ont pignon sur rue, qui ont droit à la parole, ce sont ceux-là. On les appelle, on discute avec ceux-là, et les autres sont en pénitence, en attendant d'autres échéances, en attendant de se remettre en scène. Les autres vous reprochent d'être là depuis 1990. Oui, mais je suis là depuis 1990. Qu'est-ce qu'ils me reprochent exactement? De vivre. Vous voyez, la médiocrité. On va même à souhaiter que quelqu'un meure. Parce qu'on en a marre de le voir là. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Il faut qu'on soit au Gabon pour que dans un petit pays comme le Gabon, où sévit la médiocrité, on ne puisse pas remercier Dieu de maintenir quelqu'un en vie et en bonne santé et qui participe à la vie politique du pays. On dit, oh, il est là depuis longtemps. Vous voulez l'envoyer où? À Patresse? Mon grand-oncle, Louis Gaston Maïla, où est-ce qu'il est? Mon grand-oncle, mon arrière-grand-oncle, Émile Kassamapsi, qui était brillant, où est-ce qu'il est? Les gens comme Alexis Mouibouti, il est où? Je ne parle que des gens de ma province. Ils sont où? Ils ne sont plus là. C'est-à-dire que chacun, selon la programmation que Dieu a voulu faire de chacun de nous, les moins jeunes partiront, les jeunes partent. Moi, je viens d'aller enterrer ma fille, 35 ans. Elle est partie. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas dire à un autre, mais il est là depuis. Mais l'expérience, c'est parce que nous sommes dans un pays de nul, qu'on va dire que tel a vécu longtemps. On ne va pas profiter de son expérience. On commence à dire, laisse-nous la place. Mais cette place se mérite. Nous avons été avec les autres formations politiques. Les jeunes, le monsieur qui a parlé, c'est lui qui est venu me voir pour dire, monsieur Maganga, nous estimons qu'il faut faire quelque chose parce que c'est toi qui as l'expérience. Mais il dit, en espérant être retenu parmi les 15, parce que moi je ne vais pas pour l'argent, je vais pour rappeler aux uns aux autres comment nous avons commencé et où est-ce qu'il faut aller, parce qu'il ne faut pas un éternel recommencement.
d'autres y vont parce que la perspective même d'aller dans une commission, ça apporte de l'argent, ça apporte de quoi survivre. Et nous sommes toujours dans la survie. Donc on ne va pas, on va dire, vous êtes là longtemps, mais alors vous allez avoir un pays sans expérience, vous allez avoir un pays sans suite dans les idées, vous allez être tout le temps à recommencer. Vous allez voir que les choses ne vont pas changer fondamentalement lorsque nous sortirons de ces commissions, parce qu'on va rappeler à ceux qui n'ont pas de mémoire que ça avait déjà été fait. On renforce les conditions pour que les gens se mettent au travail, mais il faut encore laisser les partis politiques s'exprimer librement et ne pas considérer quelqu'un qui parle comme étant gênant, alors qu'il ne fait que son travail de parti politique. Pierre Claver Moranga-Boussavou, on arrive au terme de cette émission. Les prochaines échéances électorales sont donc prévues pour le mois de septembre prochain, élections jumelées. Mais avant, il y a ce travail qui doit être fait dans ces deux commissions. En guise de conclusion, que pouvez-vous dire? Bien, nous allons travailler, je l'espère, dans la sérénité pour apporter une réponse aux préoccupations du monde. Et je tiens à dire que ce que nous allons faire avait déjà été fait. Il faut que l'État s'engage à respecter ce qui va être pris comme décision. Il faut financer les partis politiques pour aller aux élections. Il faut, et tous les partis politiques qui sont reconnus, il faut financer le fonctionnement des partis politiques qui ramènent des résultats. Et ça, c'est un engagement, ce n'est pas quelque chose qu'on n'est pas dans une auberge espagnole où le ministère de l'Intérieur va dire il n'y a pas de moyens. S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens pour tout le monde. Si on a pris l'engagement de verser de l'argent, par exemple, au personnel de la communication, aux communicateurs, c'est le même engagement qui a été pris pour ce qui concerne les partis politiques. Or, on voit tant bien que mal que les communicateurs ont toujours reçu, même après des cris, quelque chose pour le fonctionnement des partis politiques. Ça fait depuis 7 ou 8 ans qu'on a interrompu ce fonctionnement. On ne peut pas donc vouloir quelque chose de son contraire. Nous allons travailler en espérant que le travail qui sera fait sera suivi des faits, et il ne faut pas se focaliser non plus seulement sur les décisions concernant les partis politiques, quand on sait que beaucoup de décisions ont été remises en cause, en l'occurrence le PDG, en l'occurrence la dissolution de la garde républicaine, et beaucoup de décisions qui ont été prises, ou les élections où on parle de père et de mère, et tout ça, on a dû revoir, parce que nous ne sommes pas seuls, parce qu'il faut tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte aussi des réalités, c'est-à-dire que ceux qui vont être dans le parti du président, de celui qui est au pouvoir, n'ont pas de mérite en eux-mêmes. Parce que s'ils étaient aussi dépouillés que les autres, ils ne ramèneraient rien du tout. Donc, celui qui ramène déjà un élu, ou 2 ou 3, c'est déjà méritoire. Celui qui a au moins 10 ou 15, parce que, je prends un exemple, pour avoir la mairie de Mouila, il ne faut pas 30, il faut 17. Si vous avez 17 conseillers sur 33, vous avez déjà la majorité, et vous avez la possibilité de désigner un maire adjoint et tous les autres. Donc, pourquoi 30? Il faut un chiffre raisonnable qui permet de dire, oui, ils sont présents localement. Et donc, on doit aussi en tenir compte. Est-ce que nous allons mettre le « et » ou le « ou » on verra, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut à la fois avoir un élu, des élus locaux, des élus nationaux et des élus locaux, moins l'un ou l'autre, hein, nous verrons dans la discussion, est-ce que nous allons nous en tenir à 5 ou à 30, nous verrons dans la discussion, mais nous devons être pragmatiques pour sortir quelque chose qui n'aille pas dans le sens
écarter ceux qui veulent animer la vie politique, parce que c'est un sacerdoce, parce qu'on n'y va pas dans l'animation pour manger. Je suis venu ici, j'anime, vous ne m'avez rien donné, parce que vous n'avez pas de moyens. Mais dans d'autres pays, quand on reste dans une télévision... On ne donne pas les moyens aux leaders politiques quand même. Non, je ne parle pas... Si vous étiez venu en tant qu'analyste, oui, mais là vous êtes... Je ne parle pas de leader politique, je dis dans des chaînes de télévision, on peut, si vous faites de l'audience, ça peut faire en sorte que vous soyez aussi rémunéré. Vous voyez? Donc, tout ça se fait, mais même si vous ne donnez pas, derrière, il y a des moyens financiers qui soutiennent le leader politique, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, nous le faisons par application, nous le faisons par passion, et nous espérons que longtemps encore, nous allons venir à votre chaîne pour donner nos points de vue. Et c'est pour cette raison que, pour terminer, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à donner quelques éclairages sur ce qui va se faire, et j'espère sans passion, parce que nous travaillons tous pour le gouvernement, que ceux qui sont dans les cabinets ministériels ou présidentiels, qui n'ont jamais été sur le terrain, viennent avec humilité, et les politiques qui vont être choisis par le président, nous les connaissons, ça n'a jamais été des foudres de guerre, surtout dans le domaine politique. Donc là aussi, il faut qu'ils viennent avec humilité pour que ce qui sortira, et qui est fait pour les partis politiques, n'aille pas à l'encontre des partis politiques. Pierre Clabert Moganga Moussavou, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir qu'on a pu échanger avec vous, dans l'espoir évidemment de vous retrouver dans d'autres circonstances pour continuer à décrypter l'actualité politique au Gabon. Merci d'avoir regardé cette émission. On vous dit tout. On vous donne rendez-vous pour une autre émission. Bonne suite des programmes.